beaucoup de gens détestent Canon, car on peut voir que la plupart des personnes sont passées de Canon à Sony ou de Canon à Panasonic pour avoir une meilleure qualité en vidéo. Bon, va falloir qu'on fasse une petite mise à jour parce que là, il y a beaucoup de choses que vous venez d'entendre qui ne sont plus du tout vraies. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, l'extrait que vous venez de voir est issu d'une vidéo que l'on a réalisée sur YouTube en 2019 qui s'appelle l'évolution de Canon et où on retraçait les sorties des boîtiers Canon sur les 10 dernières années. Et à l'époque, la marque venait tout juste de sortir l'EOS RP et avait donc très peu investi le marché de l'hybride plein format dans lequel elle s'est beaucoup développée depuis. Elle proposait des optiques très haut de gamme et innovantes à l'époque, par exemple avec un 28-70 mm f2 qui était vendu au départ à un prix de 3000 €, et à côté elle avait un EOS RP qui était un plein format entrée de gamme puisqu'on était en dessous des 1500 € au prix de lancement, et un EOS R qui, pour le même prix que l'Alpha 7 III de chez Sony, n'avait pas de double port de carte pour sécuriser ses photos, qui est un point essentiel pour les professionnels. Également, l'appareil n'avait pas une mise au point automatique très performante, ce qui faisait tâche comparé à la mise au point automatique de l'Alpha 7 III, qui avait notamment l'IAF qui était extrêmement performant. Et sur pas mal d'autres caractéristiques aussi, on voyait les différences, puisque l'appareil n'avait pas une rafale aussi performante que l'Alpha 7 III. En vidéo, il n'y avait pas d'innovation par rapport au boîtier de Sony. Donc globalement, même si on aimait beaucoup les optiques que sortait Canon, on trouvait qu'il n'y avait pas trop d'intérêt, puisque personne n'allait vraiment s'y intéresser tant qu'il n'y avait pas des boîtiers cohérents avec ces optiques-là. Et maintenant, 3 ans plus tard, en 2022, Canon a bien corrigé tout cela, ils ont écouté les reproches, alors évidemment qui n'étaient pas faits que par nous, puisqu'ils ont sorti 3 boîtiers excellents qui ont vraiment marqué le monde photo-vidéo puisqu'ils avaient des capacités assez énormes, à savoir l'EOS R6 qui, pour les personnes qui ont besoin d'une rafale importante, est le boîtier plein format le plus abordable pour profiter d'une rafale à 20 images par seconde, l'EOS R5 qui a été le premier boîtier photo à proposer de la 8K en plein format en hybride et qui avait en même temps un capteur de 45 mégapixels avec une rafale à 20 images par seconde, donc en performance photo on était vraiment excellent et on n'avait pas l'équivalent chez d'autres marques. Et l'EOS R3, un vrai boîtier très haut de gamme de Canon avec un grip intégré où on retrouve vraiment l'ergonomie proche des réflexes notamment comme la gamme 1D qui est le plus haut de gamme chez Canon. Donc au niveau des boîtiers, ils ont vraiment sorti du matériel innovant avec des capacités assez intéressantes pour leur rapport qualité-prix, qui ont permis de vraiment profiter des optiques haut de gamme qu'ils avaient sorties, puisque désormais avec ces 3 boîtiers, ils répondent à la plupart des demandes des professionnels, avec un boîtier haute résolution pour le portrait et pour tous ceux qui ont besoin de faire des grands tirages, des boîtiers avec une rafale importante pour ceux qui ont besoin de faire de la photo de sport et avec une mise au point automatique extrêmement rapide et fiable, ce qui vaut également pour l'animalier, et c'est également le cas pour la plupart des autres situations. Mais surtout, Canon n'ont pas arrêté d'innover dans les optiques, et là où ils avaient quelques optiques innovantes au départ en 2019 qui présageaient justement de belles sorties à venir, eh bien ils ont fait ces fameuses sorties et maintenant on a des optiques incroyables. Notamment, ils ont sorti un 14-35 mm f4 et un 15-35 mm f2.8, qui sont des objectifs plutôt originaux puisqu'on a l'habitude d'avoir des 14-24 ou alors des 16-35, mais là on est encore un petit peu plus large et ça on n'avait pas trop l'habitude de l'avoir et même si c'est que 1 ou 2 mm, ça fait la différence quand on a besoin vraiment d'ultra grand angle, chaque millimètre compte. Ils ont également sorti un 70-200 mm f2.8 ultra compact lorsqu'il est replié. Alors l'inconvénient c'est que ce n'est pas un zoom interne, donc ça c'est un petit peu dommage puisque quand on l'utilise, le fait que le zoom sorte et justement déporte le poids, ça le rend plus compliqué à utiliser, que ce soit sur des trépieds ou alors à main levée, ça déporte le poids, c'est moins agréable. Par contre pour transporter, c'est vraiment une pure merveille. Ils ont aussi sorti beaucoup de longues focales qu'on ne retrouve pas chez les autres marques pour faire de l'animalier et du sport. Ils ont notamment un 1200 mm f8, un 800 mm f5.6 et pour l'instant en hybride, il n'y en a pas d'autres, que ce soit le 1200 ou le 800 mm. Nikon a annoncé un 800 mm, mais il est f6.3. Alors l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus compact, l'inconvénient c'est qu'on perd un tiers de diaph. Et comme ils ont également sorti un 400 mm f2.8 et un 600 mm f4, en termes de longue focale haut de gamme, ils ont vraiment toute la gamme à part le 500 f4, ce qui fait que les photographes animaliers et sportifs qui veulent le plus haut de gamme peuvent prendre un R5 ou un R3 selon ce qu'ils recherchent avec ce type d'objectif et vraiment profiter du meilleur du matériel photo-vidéo en hybride.
Et pour ceux qui recherchent des objectifs plus abordables, mais qui ont également l'avantage d'être beaucoup plus compacts et légers, ils ont sorti le 600 et le 800 mm f11. Alors l'inconvénient, c'est qu'en construction, ils font assez plastique, puisque notamment c'est ce qui permet qu'ils soient très légers. Et également, ils sont à une ouverture seulement de f11, donc forcément, on ne va pas avoir la meilleure luminosité possible. Au final, c'est quasiment comme si on utilisait le 100-400 Leica sur un boîtier micro 4/3. Donc c'est sûr que l'intérêt de la luminosité du plein format, on la perd. Par contre, si on a juste envie de profiter justement d'animalier, de sport et d'avoir l'intérêt de ces longues focales, pour autant on veut profiter de la luminosité du plein format pour les autres types de longueurs focales, eh bien c'est une bonne solution à avoir. Et on a également un 100-500 mm, donc en termes de polyvalence c'est excellent puisqu'on ne retrouve pas ça ailleurs. Partir du 100 et aller jusqu'au 500, d'habitude on a des 150-600 ou des 200-500 ou des 150-500, mais on n'a pas de 100 jusqu'à 500. Et ils ont aussi fait des objectifs plus standards, comme du 24-70 mm f2.8, du 50 mm, du 35 mm f1.8, et un objectif ultra original, le 5,2 mm f2.8, qui est fisheye et qui permet de prendre des plans à 180 degrés, là c'est vraiment ultra particulier. Mais globalement, ce que l'on remarque, c'est que Canon a essayé de vraiment se démarquer au niveau des objectifs et de permettre ainsi d'avoir une vraie raison de passer chez Canon en hybride, pas le prendre juste parce que c'est la continuité, parce qu'on était en réflexe et qu'on va du coup chez Canon. Là, Canon a vraiment donné de vraies raisons de rester chez eux et notamment d'aller chez eux si on vient d'une autre marque. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les objectifs ou les appareils photo de Canon ou d'une autre marque d'ailleurs, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de vous conseiller. Et puis, ils ne comptent pas s'arrêter là, puisqu'ils ont prévu de sortir 32 objectifs dans les 4 années à venir, ce qui fait en moyenne 8 objectifs par an. Donc on peut s'attendre à de très belles nouveautés dans les années à venir. Maintenant, on vous a beaucoup parlé des avantages, mais il y a quand même quelques inconvénients à cela. Notamment, il faut savoir que pour l'instant, Canon n'a encore que 25 objectifs. Alors dit comme ça, c'est sûr que ça paraît beaucoup, mais en réalité, 25 objectifs, quand on recherche un objectif en particulier, eh bien, il y a de grandes chances qu'il n'existe pas, notamment si on recherche de l'entrée de gamme chez Canon, il n'y a pas de grand-chose. Et même dans du haut de gamme, il manque encore pas mal de choses. On ne va pas retrouver de 135 mm f1.8, on ne va pas retrouver de 14 mm f1.8. Il y a beaucoup de focales comme ça qui peuvent être très utiles qu'on n'aura pas. Et pour l'instant, Sigma et Tamron ne font pas d'objectif pour la marque, alors ça viendra probablement, mais en hybride RF, ils n'en ont pas. Donc on se retrouve avec d'excellents objectifs, mais avec un choix qui reste pour l'instant limité, qui sera probablement bien meilleur dans les années à venir. Et puis surtout, un autre gros inconvénient, c'est que si on veut de l'APS-C en hybride chez Canon, eh bien on est obligé de passer sur la monture M pour l'instant, qui n'est pas la même monture que la monture RF. Et ça pose un très gros souci, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité entre l'APS-C et le plein format, et donc au final, en hybride APS-C chez Canon, il y a moins d'une dizaine d'optiques de disponibles, et donc il y a peu d'intérêt de passer sur l'APS-C chez Canon, surtout qu'il y a assez peu de nouveautés sur cette gamme-là. Donc dans les années à venir, on a vraiment hâte de voir ce que la marque va sortir, puisque sur 3 ans, ils ont quand même grandement amélioré ce qu'ils proposaient en hybride, et on a vraiment hâte de voir ce qui peut se passer, puisque s'ils continuent dans cette dynamique-là, dans 3 ans, ce sera probablement très intéressant. Et on aimerait beaucoup voir des APS-C en monture RF. Certes, ils seraient assez gros parce que la monture est très large, mais en même temps, ça permettrait à des personnes qui voudraient profiter des objectifs RF de les utiliser sur un capteur APS-C. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime, et on vous dit à bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.